Okay, so thank you very much again for the generosity and the kindness of accepting this invitation. I'm really pleased to talk to you, Professor. I have some introductory note about you, and then we can start with the um, questions. So I have this introduction about you. So Professor Georges Didier Huberman is a French art historian, philosopher, and university lecturer. In addition to his cultural studies approach, he adopts a hermeneutic and phenomenological perspective. In his publications, he emphasizes the reflections on reception aesthetics and production aesthetics. Moreover, his questions expand the methodology of art history and art science. He opens up both to a theory of philosophy of images without ignoring psychological and political questions about art and gaze. Recipient of the 2015 Adorno Prize, is the author of plenty of different books, I think almost 50 books on the history and theory of images, including The Invention of Hysteria, Bark, Images in Spite of All, 4 Photographs from Auschwitz, and The Surviving Image and Phantoms of Time and Times of Phantasm. And also this beautiful book that I found both versions of that. I mean, that really caught my attention and helped me a lot to sort of figure out the situation. So, dear Professor, my first question is, what brought you to fireflies? As you explain in the book, they caught Pasolini's attention and he wrote on them on 2 different occasions. What was Pasolini's encounter with the fireflies and how is it different from yours? Je vais essayer de vous répondre, mais avant, before, I want to ask you, what brought you to Firefly? You. Yeah, definitely. So good question. Actually, I was reading a book. About Gilles Deleuze and the question of jurisprudence and law. Yeah. And the writer of the book had written in a footnote about your book. And so I forgot that book and I started reading your book because in the beginning of the uprising in Iran, I thought that this book can be very helpful for me to understand this dialectics of revolution, what was happening in Iran. And I should say that the book itself was for me like a firefly. Thank you. So it was a light. Although it was a minor, but it was a very brilliant light for me to help. Je voudrais dire en tout cas que de la même façon que, si je me souviens bien, parce que c'est un livre d'il y a plus de 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, il y a une illustration, c'est un migrant afghan qui danse dans la nuit, dans un très beau film de... comment elle s'appelle déjà? Vous voyez, c'est parce qu'il y a très longtemps que j'ai... Laura Waddington, voilà. Et j'ai accepté de discuter avec vous, surtout parce que je crois aussi que le soulèvement iranien, c'est une affaire de Luciole. Voilà, donc je suis très, très ému de votre demande. Alors, comment je suis arrivé au Luciole, Fireflies? Je suis un lecteur de Benjamin, comme beaucoup, et donc je suis un praticien de la micrologie. D'autre part, j'aime beaucoup
le chant poétique et le chant allégorique. Donc, les lucioles, c'est évidemment une allégorie. C'est comme j'ai écrit un livre, un recueil qui s'appelait Phasmes, Phasmids, un autre qui s'appelait Phalènes. Les phalènes, ce sont les petits papillons qui volent la nuit et à qui Aby Warburg aimait bien parler. Eh bien, voilà, j'ai écrit ce livre autour des lucioles. J'y suis venu à partir d'une réflexion sur la question du Nachleben, sur la question de l'après-vivre, afterlife. Quelque chose qui vient de Warburg, évidemment, directement, et puis de façon plus française, si vous voulez, de Jacques Derrida, Les spectres de Marx, par exemple. Et il m'a semblé qu'il fallait confronter cette idée de survivance avec un certain pessimisme politique qui a interprété le déclin de l'aura, le déclin de la valeur d'expérience, le déclin, etc., comme une disparition. Je crois que dans le domaine de la culture, il n'y a pas de disparition. Il y a toujours des traces. Et ces traces ont la capacité de survivre. Exactement comme dit Benjamin à propos de la puissance des contes, des récits, des contes populaires. Il dit c'est comme les graines dans les pyramides d'Égypte qui sont là depuis 3000 ans et quand on les ressort, elles peuvent germer encore. Vous comprenez? If you don't understand something, I can try to translate myself. Tell me, don't hesitate. Donc, je fais une très grande distinction entre déclin et disparition. Beaucoup de choses déclinent, mais dire qu'elles disparaissent, c'est aller beaucoup trop vite et c'est une attitude, je dirais, métaphysique et paresseuse. Bon, c'est l'attitude grosso modo de Giorgio Agamben, qui est un philosophe avec qui j'ai beaucoup discuté. J'ai eu des relations d'amitié. On partage beaucoup, beaucoup d'intérêts, notamment Agamben a été le premier philosophe, disons, après Edgar Windt. Mais dans les années 80, c'était le premier philosophe à s'intéresser à Warburg, par exemple, à s'intéresser philosophiquement à Warburg, pas seulement philologiquement ou du point de vue de l'histoire de l'art. Et donc, à la fois, j'ai partagé beaucoup de thèmes d'Agamben et admiré beaucoup de ce qu'il a dit. En même temps, il y a un point sur lequel j'ai un désaccord, et ce point, c'est notamment sa radicalité, je dirais, métaphysique vis-à-vis de la disparition de l'expérience. Je crois que l'expérience ne disparaît pas. Ça ne veut rien dire que l'expérience disparaît. Ce qui décline, c'est notre capacité à la raconter, mais l'expérience, on fait l'expérience tous les jours, tous les jours. Voilà. Et puis, j'ai un intérêt très grand pour Pasolini. De plus, Agamben a joué, vous savez, il a joué dans un film de Pasolini. Il joue l'un des apôtres dans Il Vangelo secondo Matteo. Je l'avais d'ailleurs interrogé là-dessus. Et Pasolini, voilà, il a ce fameux discours des Lucioles qui dit que les Lucioles ont disparu. Alors, c'est une allégorie, bien sûr, mais il faut toujours prendre l'allégorie très, très à la lettre. Il faut la prendre matériellement. Il se trouve que moi, des Lucioles, j'en voyais à Rome, en plein centre-ville,
sur le Pincio, c'est pas tout à fait le centre-ville, mais enfin presque, dans les années 80. Les lucioles n'ont pas disparu. Les lucioles se sont déplacées. Et je crois que mon admiration pour Pasolini, hein, elle est tout à fait entière. Simplement, il a écrit ce texte dans un moment de désespoir, qui est la fin de sa vie, un moment de désespoir et de radical pessimisme politique. Et le radical pessimisme politique, ça ne me va pas du tout. Je pense que si on prononce la mort des choses, on se contente, c'est facile, c'est très facile d'observer tout autour de nous la disparition supposée de certaines choses. Il ne tient qu'à nous, parce que les disparitions sont souvent des refoulements, c'est psychique. Donc, il ne tient qu'à nous de redonner une valeur d'usage. Eh ben, des lucioles, il y en a toujours. Voilà. Thank you. Perfect. Very, very great answer. I really enjoyed. So the second question, dear professor, is that you have written on survival and surviving. Also, überleben, but more importantly, nachleben, are two recurring topics in your philosophy. To me, this concept highlights a force, puissance, and the possibility of resistance against power, pouvoir. Can you please explain the role of survival in your research from photography to philosophy? C'est difficile de vous répondre brièvement, mais je vais partir d'une très grande ambiguïté du mot survival. C'est très ambigu. En français, heureusement, on a deux mots. On a survie, c'est-à-dire Überleben, et survivance. L'ambiguïté tient épistémologiquement à la question du darwinisme. Aby Warburg, Freud, Tyler, le grand anthropologue, un des fondateurs de l'anthropologie moderne, qui a justement avancé cette notion de survival, sont tous des lecteurs de Darwin. Darwin est un moment épistémologique fondamental, évidemment. Mais là où on se tromperait, c'est de croire qu'ils font du darwinisme culturel ou social ou psychique. C'est exactement le contraire, en fait, qui existe. Darwin a parlé du survival of the fittest concernant les espèces biologiques. Il n'a jamais employé cette expression, jamais, jamais, pour ce qui concerne les cultures humaines ou la politique ou la société. Jamais. Celui qui a introduit cette dimension du survival of the fittest dans le domaine politico-social des sciences humaines, c'est Spencer. Spencer a développé, disons, le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est une chose abjecte. C'est une chose terrible. C'est le fondement du racisme, de l'eugénisme, du totalitarisme, du fascisme. Ce n'est pas du tout le cas chez Aby Warburg, Sigmund Freud ou même Tyler, puisque Tyler, quand il parlait des survivals, par exemple, le fait que quand vous éternuez, par exemple, atchoum, quelqu'un d'autre en face vous dit une formule, en français c'est à tes souhaits, c'est une formule, pourquoi est-ce qu'on fait une formule pour quelqu'un qui éternue? On ne fait pas la formule pour quelqu'un qui tousse, on fait une formule pour quelqu'un qui éternue.
Alors, Taylor montre que c'est la survivance, survival, de quelque chose de très ancien concernant les relations du corps et de l'âme, quelque chose de très ancien à quoi on ne croit plus. On n'y croit plus, mais ça survit. Cela survit. Donc, ce que dit Taylor, c'est que dans le domaine culturel, ce qui survit, c'est ce qui est le moins adapté. Survival of the unfit. Voilà un point absolument essentiel. C'est pour ça, ça revient à la question des soulèvements. Les soulèvements sont des survivances de quelque chose qu'on a depuis, soi-disant, décrété comme unfit. Voilà, c'est unfit d'avoir les cheveux libres dans la rue quand on est une fille en Iran. Voilà. Donc, là, il y a vraiment un point où les sciences humaines et le point de vue politique, ça se cristallise et c'est des débats extrêmement importants. Dans votre question, je note qu'il y a la relation puissance-pouvoir, hein, qui est aussi dans ma compréhension des choses extrêmement importante. Et même, je dirais, dans ma vie, j'ai fait des choix à partir de l'écoute de Gilles Deleuze, faisant lui-même cette opposition entre puissance et pouvoir, ce qui est compliqué en allemand, hein, Macht. Donc, l'interprétation de Wille zu Macht, la volonté de puissance chez Nietzsche, l'interprétation de Deleuze me semble, même si elle est irrégulière philologiquement, me semble philosophiquement magnifique. La volonté de puissance, ce n'est pas la volonté de pouvoir. Donc, on parle de puissance et on parle de puissances qui sont psychiquement innervées et que donc, le point de vue de Freud est très important pour ça, c'est-à-dire de dire qu'il y a des choses qui semblent avoir disparu, qui sont là, qui sont en dessous, là. Elles s'agitent, elles s'agitent, elles s'agitent. Et puis, un jour, on peut les faire ressurgir. C'est ça la survivance. Et ça se repère de façon exemplaire dans les images. Parce qu'une image ou l'imagination ou la faculté de rêver, par exemple, c'est toujours quelque chose qui reconvoque une mémoire qui semblait oubliée, qui était là, comme ça. Et cette mémoire ressurgit au profit d'un désir présent, d'un désir actuel. Voilà, quelque chose de très ancien qui revient à l'occasion d'un désir actuel, c'est-à-dire d'un désir de futur. On est aussi là très, très bien sur la question en fait des soulèvements. Voilà. Wonderful. Very much. Thank you very much. But my next question is also about the relation between tradition and survival. I mean, of course, you explained about it from a Darwinist point of view, but in the book you make a beautiful distinction between tradition and survival. You say, I'm quoting you, only religious tradition promises a salvation beyond all destruction of human things. Survivals, though, concern only the immanence of historical time. They have no redemptive value. And as to their revelatory value, is always spotty in flickers, symptomatic, to be honest. Survivals promise no resurrection, end of quote. I will be again thankful here if you can elaborate on this distinction that you make between tradition and survival, because personally and politically, it's very important question. Absolument. This question of inheritance. Alors, cette dimension politique, on peut la comprendre. Enfin, moi, je l'ai comprise après coup. J'ai d'abord étudié, par exemple, je pense à Jacques Rancière que j'ai vu récemment, avec qui j'ai parlé récemment. Jacques Rancière est passé
Il est parti de la politique, il est arrivé vers l'esthétique. Alors moi, j'ai fait exactement le contraire. Je suis parti des questions artistiques vraiment, et la question politique est venue éclore à partir de là. Ma plus ancienne intervention dans le domaine de l'histoire de l'art, de la théorie de l'histoire de l'art, ça a été de critiquer le moment fondateur de l'histoire de l'art moderne. C'est le travail de Giorgio Vasari, les vies de Vasari, que j'ai étudié. Donc, c'est dans un livre qui s'appelle Devant l'image, où Vasari raconte comment il y avait l'art antique, parfait, merveilleux. Ensuite, il y a eu cette espèce de décadence, selon lui, de l'art médiéval. Et puis, grâce aux artistes du XVe siècle, même au début du XIVe, l'art antique ressuscite. Il y a une sorte de résurrection, et alors l'apothéose, c'est Michel-Ange, etc. Bon. Ce modèle de la Renaissance a été ensuite réélaboré par quelqu'un comme Panofsky sous l'angle de la tradition classique. C'est-à-dire que la tradition antique, classique, ne s'est jamais perdue en réalité. On a toujours lu Homère, on a toujours regardé les statues antiques qui étaient en Italie, ici et là, à Rome, etc. Bon, ça, c'est la tradition. Et à l'époque, c'est-à-dire, donc, je répète, fin des années 1980, donc il y a très longtemps maintenant, j'ai fait une opposition, en effet, entre tradition, comme si c'était un lien conscient, et survivance, comme si c'était une transmission qui comporte de l'inconscient. Alors, aujourd'hui, je penserais un petit peu différemment. Un petit peu, oui, grâce à la notion, par exemple, chez Hannah Arendt, de tradition cachée. La tradition cachée, elle n'est pas inconsciente, ce n'est pas un symptôme, mais elle est cachée. C'est la tradition des peuples parias. C'est quand on est paria, quand on est exclu, eh bien, on a une tradition. Donc, mon opposition d'il y a 20, 30 ans, et je voudrais la nuancer, si vous voulez. Mais en aucun cas, il n'est question de résurrection. Résurrection, ça veut dire quelqu'un qui est mort et tout à coup, il renaît. C'est un modèle religieux, c'est un modèle christique, c'est un modèle… Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit juste de latence, quelque chose. Je refais ce geste, je regarde le cadre, là, je refais ce geste, c'est latent, c'est en dessous et ça remonte. Voilà. Donc, mon point de vue, il est toujours plus freudien depuis le début. Oui. Wonderful. Thank you for the beautiful answers. I'm really enjoying. So again, Professor, you believe that, and just to highlight it, you believe that the fireflies have not disappeared and they simply gone somewhere else. Can you tell us about fireflies and their minor lights? I mean, there is, because I compared it in my mind to even to minor literature, even to Deleuze and Kafka, Oh, like these oui, fireflies. vous avez raison, c'est directement lié à un point de vue kafkaïen, deleuzien, guattarien. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est la micropolitique, c'est la littérature mineure. Alors, qu'est-ce que c'est que… Alors, en français, alors vous voyez, mon anglais est très mauvais, c'est pour ça, je préfère répondre en français.
En français, on a une belle distinction entre lumière et lueur. Donc la lumière, c'est la lumière de la lampe, la lumière du projecteur, la lumière du soleil. Et puis une lueur, c'est un peu comme dans un tableau de Georges de la Tour. Vous avez une petite chandelle, une bougie quelque part qui fait une lueur. Donc la lueur est à la lumière ce que la littérature mineure est à la littérature majoritaire. Voilà. Il est très frappant que dans les 2 textes que j'avais étudiés de Pasolini, un de sa très grande jeunesse et un de l'année de sa mort, donc sur les lucioles, le premier parlait vraiment de cette. On voyait dans le texte que c'était pour fuir la lumière d'un projecteur de la DCA, c'était pendant la guerre, un projecteur anti-aérien, c'est pour fuir une lumière aveuglante que tous ces garçons étaient allés dans la forêt, avaient vu des lucioles. Et puis à la fin de sa vie, c'est pour fuir les lumières aveuglantes, et c'est vrai, elles sont aveuglantes, de la télévision, du capitalisme spectacle. C'est ça qui effraie complètement euh, euh, Pasolini. Et là où il se trompe, c'est qu'il croit que cette lumière spectacle, cette lumière Berlusconi ou cette lumière, ce que vous voudrez, cette lumière Trump, elle a tout mangé, elle a gagné, elle a tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelque part aux États-Unis, je ne sais plus s'il continue de faire ce travail, un garçon qui a une carte du monde. Il a une carte du monde et il observe à chaque fois qu'il y a une révolte ou un soulèvement dans le monde. Et la carte du monde, de façon très significative, elle est en noir. Le monde est dans la nuit. Et les révoltes ou les soulèvements sont des petites lumières qui s'allument. Alors, très souvent, malheureusement, très souvent, les lumières s'éteignent aussi. C'est-à-dire que les révoltes sont, sont réprimées. Mais il y a toujours ici et là, et ça n'arrête pas. Ça, c'est un. On peut avoir de l'espoir avec ça. Ça n'arrête pas. Ça se rallume. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière d'une firefly, d'une luciole? C'est en fait une lumière qui fait bip, 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 bip. Et en fait, c'est un marqueur de désir. C'est pour aller vers quelqu'un qu'on aime. Voilà. Perfect, beautiful, very beautiful. Not only analogy but also analysis. So you questioned me in the beginning about your book, and that is my next question. I mean, what brought me to this book was the familiar pattern of uprisings or protests or revolts or revolutions, usually outside Europe. I mean, they are immediately depicted in the media as a revolution, like immediately, and are usually pictured as a spectacle of absolute liberation with blinding spotlights on the one hand, and on the other hand, the absolute despair and hopelessness and even cynicism and darkness. But I tend to see, at least sometimes, interconnected. At least my intuition is that the same propagated and imposed blinding lights, these major lights, is not unrelated to what we later experience as despair and hopelessness or pessimism.
I mean, I don't know if the question is sensible, but my experience was that not only in Iran, but also in Arab Spring, you have two phases or two geographies or two territories, yeah? So in one of them, what happens is okay, tomorrow is absolute light, tomorrow is paradise, tomorrow is only major light. And it is illusion, absolute illusion, yeah? It doesn't happen. And then the day after, you have absolute hopelessness and disappointment. So I sort of think that they are politically and psychologically, they are related. Because those people who in the beginning, they think that, okay, tomorrow is everything fine, they are the same people that tomorrow will say that there is no chance, there is no hope. Mhm. Mhm. Je ne sais pas bien comment vous répondre parce que c'est la grande question, c'est une grande question politique. Oui, vous avez tout à fait raison que décrire les soulèvements, notamment en dehors de l'Europe, comme révolution immédiatement est limité. Enfin, il y a quelque chose qui... Alors, donc, comme vous savez sans doute, j'ai fait une exposition sur les soulèvements avec beaucoup d'œuvres qui a circulé beaucoup en dehors de l'Europe, hein. Elle est allée donc d'abord à Paris, ensuite à Barcelone et ensuite surtout en Amérique du Sud, São Paulo, Mexico, Buenos Aires et enfin à Montréal. Donc elle a voyagé comme ça où j'ai appris beaucoup parce qu'à chaque fois que j'étais dans un endroit, il y avait une perspective différente. Le mot soulèvement ne voulait pas dire exactement la même chose. Même en Espagne, c'est encore plus compliqué parce que il faut savoir que le général Franco a utilisé le mot soulèvement pour ce qu'il était en train de faire, lui, c'est-à-dire un soulèvement fasciste. Donc, tout ça est très compliqué. Il y a aussi quelque chose qui a fait que récemment, par exemple, j'ai eu une polémique avec un penseur, un historien trotskiste que j'aime beaucoup par ailleurs, enfin avec qui je lis ses livres et j'ai beaucoup de, de, de respect pour son travail, c'est Enzo Traverso, qui a critiqué ma position avec cette exposition parce que justement, elle n'était pas révolutionnaire en fait. Elle était... Mais d'emblée, j'ai bien dit, je vais m'occuper de soulèvement, mais pas de la révolution. La révolution, c'est un projet et le soulèvement, c'est un événement de plein de choses, de mémoire, de désir. C'est un événement et c'est vrai que mes outils, beaucoup pour élaborer ça, c'est Deleuze, c'est Foucault, c'est Castoriadis. C'est quelqu'un qui est très important en France et dont personne, on parle très peu malheureusement, c'est Miguel Abensour. Miguel Abensour, c'est un des plus grands penseurs politiques français, à mon avis. Et pour répondre à votre question sur la question, parce que vous avez lancé le mot espoir, hein, c'est ça. Donc, ce mot, il est fondamental. Il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien, l'espoir, qu'il faut agir, point final. Bon, l'espoir, c'est tout à fait, ou l'espérance, c'est quelque chose de crucial. Alors, j'ai dédié un livre entier, très gros, qui s'intitule Imaginer, recommencer. C'est une section de l'histoire culturelle et philosophique et politique européenne très précise. Ça commence avec la défaite de l'Allemagne en 1918, le commencement de cette guerre civile qui a eu en 1918, le soulèvement de Spartacus, les textes de Rosa Luxembourg, Liebknecht,
l'assassinat de ces deux personnes quelques semaines après, janvier 1919. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment, à savoir quelque chose qui va aller jusqu'à la prise de pouvoir de Hitler, hein, c'est-à-dire la force de plus en plus grande du fascisme et du nazisme. Qu'est-ce qui se passe pour des gens comme Benjamin, Scholem, Ernst Bloch, Hannah Arendt, Günther Anders, les élèves de Heidegger. Heidegger, qu'est-ce qu'ils font avec Heidegger? Et j'ai accordé une place très, très importante à Ernst Bloch, parce que Ernst Bloch, il me semble exemplaire dans le sens où tout ce qui lui est arrivé dans sa vie a été une défaite politique. Donc, il y a eu la défaite de Rosa Luxembourg, il était très proche des spartakistes dans l'esprit, hein. La montée du nazisme, il en a beaucoup parlé, mais il a pas échappé. Donc, il est allé en exil aux États-Unis. Aux États-Unis, il a été très, très, très mal reçu. Il a été misérable, il a été solitaire, il a été tout ça en écrivant des livres sur l'espoir et l'espérance. Il est revenu en Europe, Allemagne de l'Est, parce qu'il était marxiste, hétérodoxe. Il s'est fait virer. il a fini sa vie en Allemagne de l'Ouest. Donc, ce qui est magnifique chez Ernst Bloch, c'est la puissance de l'imagination politique. Et là, et c'était déjà le débat entre Rosa Luxembourg et Lénine. Rosa Luxembourg, elle pensait qu'il fallait laisser au peuple son imagination politique. Lénine pensait qu'il fallait organiser une avant-garde qui, en quelque sorte, canalise et donne un projet concret. Voilà. On pourrait dire que Lénine a eu raison dans un sens, parce qu'il n'y aurait pas eu de révolution sans le parti bolchevique. On pourrait dire que Rosa Luxembourg avait raison de toute façon, vu ce que le parti bolchevique est devenu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la révolution iranienne, hein. Voilà. Donc, à nous, qui sommes des intellectuels et très faibles, on sait pas, moi je ne sais pas utiliser un Kalachnikov, évidemment, à nous d'élaborer les possibilités. Ça veut dire imaginer, et ne pas avoir peur, même quand on emploie le mot utopie. Ne pas avoir peur du mot utopie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, 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 parfait. C'est très complètement pertinent. Mais oui, c'est vrai. Now I go back again to another question because you started talking about Agamben. It is my next question is more about your reading of Agamben. Mm. Because it's interesting. You talk about, you say that no, the fireflies, they have not disappeared. And you say that they have been displaced. And then the disappearance of fireflies is a common theme in philosophy. And as you analyze it in the book, in philosophers such as Agamben, where he talks of the destruction of experience. Agamben ignores the close connection between praxis and poiesis, ignoring all the praxis it took for Glenn Gould to become a virtuoso pianist. As you conclude, I'm quoting you, in the end, he decides to ignore, in the sense of refusing to see that a praxis is required for any poiesis and work, oeuvre, for any form of inoperativity, désarroi. So my question here is, can we not think of a spectrum where the relation
or relevance of praxis and poesis varies from one pole to another. In order for us to keep an honest relation between the two, we need people like Agamben, perhaps, who claim that poesis does not result in any praxis. It is not a good criterion, or at least a reminder, that the complete correspondence between theory and action is a hypocritical and inconsistent claim. Sorry for the long question, but my concern is that perhaps we can use Agamben in the same way that Deleuze can use Bartleby. D'accord. Alors, je regarde l'heure. On va y arriver, j'espère. Okay. Pour synthétiser. Alors, premièrement, quand on lit Agamben, il y a toujours des choses qui s'ouvrent, qui est toujours très, très intéressant. Il crée des distinctions. Par exemple, il y a une distinction entre action et geste. Un geste, ce n'est pas une action. Il a absolument raison, c'est une vraie piste de travail, c'est très intéressant. Alors du coup, il y a une différence entre poiesis et praxis. Oui, bien sûr, il y a une différence. Là, le problème, c'est que il dédialectise, Agamben dédialectise tout ce qu'il pense. Ce n'est pas un penseur dialectique. Il pense que pour être radical, il faut aller jusqu'au bout d'un côté en ignorant tout le reste, c'est-à-dire en ignorant, comme vous le dites dans votre question, tout ce que Glenn Gould a dû faire pour arriver à pouvoir un jour s'arrêter de jouer du piano. Voilà. C'est la même chose avec la question d'Auschwitz. C'est très, très... là c'est très, très gênant parce que Agamben a une attitude qui vise en fait le sublime. C'est-à-dire qu'il est un peu le Lyotard d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui le lie à Lyotard de façon totalement muette. Il dit pas ça, hein, mais il faut que les choses soient radicales et sublimes, et donc non dialectiques. Donc, je ne suis pas du tout du côté Lyotard ou Agamben sur ce plan, je suis plutôt du côté Rancière ou Nancy ou je ne sais pas, voilà. Et Deleuze, bien sûr. Parce que quand vous voyez comment à chaque fois Agamben a introduit Deleuze, Agamben a écrit plusieurs textes qui ont le même titre que Deleuze, exactement le même titre. Qu'est-ce que l'acte de création, par exemple? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que son hommage à Deleuze est toujours une façon de renverser complètement Deleuze, c'est-à-dire Deleuze a complètement tort. Premièrement, l'acte de création n'est pas un acte, parce que c'est de la poésie, ce n'est pas de l'action. Donc Deleuze a tort. Et deuxièmement, ce n'est pas un acte de résistance parce qu'on ne résiste pas. On destitue. Donc toute la question, si on voudrait résumer, se résume dans le concept de destitution chez Agamben, auquel on peut opposer toute une tradition philosophique qu'il laisse complètement de côté et qui est passionnante, qui est un moment capital dans la vie, à mon avis, hein, dans la philosophie française, hein, mais ça c'est un point de vue personnel, c'est le séminaire de Merleau-Ponty des années, j'ai oublié, 1954 ou quelque chose comme ça, qui s'intitule « L'institution ». L'institution.
C'est un séminaire, mais absolument extraordinaire, qui commence par qu'est-ce que c'est qu'instituer un amour? Commentaire de Proust. Qu'est-ce que c'est qu'instituer une façon de voir esthétique? Commentaire de Panofsky sur la perspective et les conséquences politiques. Et l'un des auditeurs les plus assidus de Merleau-Ponty à ce moment-là, c'est Castoriadis. Et ça donne l'institution imaginaire de la société. Et donc, il faut qu'on comprendre comme si on pense qu'il suffit de tout destituer ou bien il faut instituer. Par exemple, Tony Negri, qui est un lecteur de Deleuze plus que de tout autre, est complètement en désaccord avec Agamben. Il est plutôt du côté de la réinstitution. Tony Negri a oublié un peu de noter qu'avant lui, il y a Merleau-Ponty et Castoriadis, mais peu importe. Mais voilà, c'est une question philosophique et même pratique très importante. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression que avant de s'opposer à une certaine condition de vie qui nous est donc imposée, il faut persister dans notre propre micropolitique. Persister, persister. À un moment donné, Deleuze dit exactement ça. Hein. Les résistants, ce sont des persistants. Victor Klemperer a été, comment dire, persécuté par les nazis. On l'a privé de tout, de sa machine à écrire, de ses lunettes, de ses livres, de pouvoir lire un livre, il a continué à écrire et il a écrit sur la langue du Troisième Reich et il a écrit une chose fondamentale sur qu'est-ce que c'est qu'une langue totalitaire. Emmanuel Ringelblum, dans le ghetto de Varsovie, a accumulé des milliers et des milliers de pages. C'est-à-dire qu'il a persisté dans son devoir d'historien, moyennant quoi c'est le résistant par excellence. Donc, il ne suffit pas de destituer, il faut persister, je dirais. Perfect, perfect. Very much understandable and again beautifully explained. Is it clear for you? Oh, absolutely, absolutely. I mean, Okay. I just enjoy, like I enjoyed your books, and I hope I can really translate them. Sometimes, if I find some organization, some institution. I also need institution because I am insisting. In Persian? Institution, like Merleau-Ponty says, institution. You know, I institutional thinking revolutionary. Yeah. Oui. So my next question is the again Pasolini. His declaration of the disappearance become problematic as people like Denis Roche saw fireflies in Italy in 1981. And you yourself, you explain in the book that in 1986, you went there and you saw, I think it was in Rome, that you saw that you also see the fireflies there. So every the night, announcement every night. Every night. So every night. so the so the announcement of their vanishing or absolute disappearance seems premature. And I'm quoting, disappearance does not mean they plunge into extinction, but only moved on. So do you regard it as an ethical act, perhaps in a Spinozian sense, to move perhaps constantly, you know, like to deteriorate perhaps, to be able, Konatus, to stand in a position to be able to see the fireflies? Oui, d'accord. Donc, si Pasolini a cru que les lucioles avaient disparu, c'est parce qu'il n'avait pas la possibilité de voir où elles avaient migré. Donc, avant de poser la question politique et éthique, c'est une question anthropologique. Et cette question a été posée par Warburg. Les images sont des puissances capables de survivre dans la mesure même où elles migrent. C'est pour ça que la migration, Wanderung,
c'est la chose la plus essentielle pour la vie d'une culture. Toute culture. Bon, je retire ce que je dis. Je ne vais pas dire toute culture. En tout cas, la culture que nous connaissons, la culture dans laquelle nous vivons, nous, est une culture qui ne peut pas exister sans la migration. Si vous regardez l'Atlas Mnemosyne de Warburg, c'est que des éléments de migration. Si les tableaux de Hugo van der Goes, le peintre flamand, n'étaient pas arrivés à Florence par migration, Botticelli n'aurait pas peint comme il a peint. Si l'astronomie et l'astrologie arabe n'étaient pas venues jusqu'en Italie, on n'aurait pas fait des cycles de fresques comme on les a fait en Italie. Tout est lié à des migrations. Il y a un livre extraordinaire d'un autre historien de l'art qui s'appelle Julius von Schlosser, qui est un livre sur la sculpture en cire. La sculpture en cire est quelque chose qui a pratiquement disparu. Vous ne voyez pas beaucoup de sculptures en cire dans les musées du Louvre ou de la Galerie des Offices. Ça vient du fait que la cire a souvent été détruite, etc., etc. Mais il faut savoir une chose. Autrefois, les rois, quand ils étaient morts, on faisait un moulage de leur visage et de leurs mains. On faisait un mannequin c'était en cire, avec des yeux en verre, avec des cheveux postiches, des cheveux comme une perruque. Et eh bien, il y a eu la Révolution française. Donc, les rois ne font plus ça. Mais cette pratique, elle existe toujours. Simplement, elle s'est déclassée. Alors là, il y a un phénomène qui est très important pour l'anthropologie de Georges Bataille en particulier, c'est ce qui se déclasse. Alors regardez, les gens qui faisaient les moulages du roi Louis XIV, Louis XVI, ils ont été au chômage après. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué de travailler sur les mêmes techniques, mais dans le musée Grévin, dans le musée Tussaud à Londres. C'est-à-dire, eh bien, au lieu de faire des moulages en cire des rois et des présidents, on fait un musée avec Michael Jackson en cire. Ça s'est déplacé. C'est sur les grands boulevards maintenant. À Paris, c'est sur un boulevard populaire. Vous voyez? Et c'est ça qui plaisait à Benjamin. Benjamin a beaucoup travaillé sur cette question du déclassement. Donc, ce qui survit se déplace et se déclasse. Wonderful. Great. Absolutely, I understand. I hope you still have some energy. J'espère que vous êtes pas so you're not tired now. Just I have some more questions. You have some you know that the book is translated into Farsi, into Persian. C'est traduit après cette livre, ça s'appelle C'est quoi le peuple, je pense. Ah oui, c'est Oui. traduit en farsi? Oui, c'est traduit, oui, ça fait oui, ça fait une année, oui, c'est traduit. Et c'était aussi votre article aussi là, c'est Ok, rendre sensible. sensible, oui, rendre Oui. sensible. Oui. So that's my other question. In the book Desire to Disobey, Disobey, you say beautifully that, I'm quoting you, every potentiality wants to render itself sensible. Every potentiality seeks its form. It always wants to expose itself in the double sense of rendering visible in the public sphere and of taking risks in the form of political action, however discreet and minor it might be, end of quote. You use the same terminology, dear professor, in the article in the book, What is the People? What is a People? Your article is called Render Sensible. Can you please tell us what this role is in relation to people and representation of people?
Alors, je vais essayer d'aller vite parce que Okay, malheureusement, je dois quitter à 12h20 à peu près, 12h15. okay. Heu Um, et vous avez encore beaucoup de questions. I Je vais essayer okay, d'aller vite. merci beaucoup. Heu, mmh, En tant qu'historien de l'art, j'ai essayé de dire qu'il ne faut pas seulement regarder les figures, il faut regarder le fond. Figure ground. Très souvent, par exemple, Panofsky ne regarde pas le fond, il ne regarde que les figures. Les figures signifient et le fond, c'est neutre. Je ne crois pas du tout. Le fond, c'est très important. Par exemple, au cinéma, il y a les acteurs principaux, je pense qu'on dit en anglais characters, non? Je crois. Et puis il y a les figurants, c'est-à-dire, je ne sais plus comment on dit en anglais, Heu, vous voyez les figurants, ce que c'est? Ce sont les gens qui passent dans la rue, ce sont le perso c c'est un peuple neutre, c'est un peuple qui est derrière. J'ai écrit un livre pour réhabiliter les figurants, les peuples qu'on ne voit pas et ce que Benjamin nommait les Namenlosen, les sans nom. Cela vaut aussi pour la sphère de la visibilité. Ce sont des gens qui sont là et qu'on ne voit pas. À partir de là, évidemment, je me sentais assez proche de la notion de Rancière, du partage du sensible. J'ai essayé d'approfondir de façon quelquefois, hem, très différente de Rancière sur la question du sensible, mais grosso modo, cette histoire de partage du sensible me semble capitale. Elle vient aussi de l'analyse de Hannah Arendt, qui dit très bien que la politique, c'est la sphère de l'apparence. La politique, c'est ce qui est dehors. C'est quand nous, on se voit là, c'est de la politique déjà. On... Alors, voilà, rendre sensible, c'est aussi comprendre théoriquement le rôle du sensible dans les luttes politiques. Great. So my absolutely understandable again and beautiful. My next question is about my, you know, I wrote my PhD about humor, and I know that the book is not about humor. I know it is a little irrelevant, um, but you write about laughter. You know, uh, um, so um, I read a book last year, and I also talked to the writer. His writer is Dimitri Nikolin. In his book Comedy Seriously, a Mmh. philosophical study, which is very much influenced by Agnes Heller, he says that, I'm quoting him, moreover, for Plato, dramatic poetry and comedy in particular represented an unwelcome mixture of pain and pleasure or fear and love. The presence of these two opposite feelings does not lead to the realization of law and reason, but rather prevents it. Here, while comedies suited teenagers, foreigners, and slaves, according to Plato, it was improper for serious adults and responsible citizens. End of quote. I refer to this text because of the presence of flashing laughter or minor laughter as a rhizomatic or even contagious yet temporal resistance in the face of power. And the description in the book of Pasolini's letter and the relation you make later between desire, laughter, and friendship. Um, so the letter says that, I'm quoting you, then I thought how beautiful friendship is, and the bands of 20-year-old who laugh with their innocent male voices and take no notice of the world around them, continuing along their lives, filling the night with their shouts, everything in them turns to laughter, to bursts of laughter, end of quote. Can we attribute such a role or such a significance to humor and laughter in this politics? Peut-être que l'humour et le fait de rire, Mm, comme on voit par exemple 2 philosophes qui rient, c'est Foucault et Deleuze. mm,
Justement, Agamben, on n'a pas l'impression qu'il rit beaucoup. Foucault Deleuze rit beaucoup. À part l'idée qu'il faudrait distinguer humour et rire, mais bon, ça c'est... Je voudrais juste signaler, ça sera ma réponse à votre longue question, une très courte réponse, que dans les musiques populaires, les musiques des tziganes, le flamenco, les musiques du rebetiko grec, au Brésil, la musique des Juifs d'Europe centrale avant la Shoah, il y a une chose extraordinaire qui est se lamenter en riant, se lamenter gaiement. Il y a une phrase magnifique de Heine, Heinrich Heine, qui dit « Oh, comme il se lamente gaiement ». Dire des gens qui, sur le fond de la douleur politique, de la douleur sociale, de la douleur économique, de la douleur psychique, de la tragédie, décident qu'ils vont rire, chanter et danser. Eh ben ça, c'est vraiment quelque chose de... Ben c'est ça la micropolitique. Wonderful. As a gesture of resistance, even. Bien sûr, Yeah. of course. Yeah. So I think one or two questions. If you like, I can forget the first question and just go to the last question because of the time. Okay. I go to the last question. You have devoted a project, it's called Uprising. Mhm. In Uprising, we are shown images of protesters raising their fists, throwing stones, or using hand gestures to emphasize their passionate speech, from protesting students in Paris in 1968 to Black Panther activists. You regard this as this project as a continuation of Abi Warburg's Mnemosyne Atlas, but dedicated to political iconography, which Warburg mostly omitted from his atlas. Warburg was an early 20th century art researcher who meticulously collected images of gestures in cultural artifacts across the globe in order to detect analogous figures across culture and eras. The political gesture on display in the exhibition recur across geographical regions and historical periods. In your talk about the exhibition I listened to, you explained very beautifully that it was his wish that while seeing these images, the viewer would relate the gestures to his or her own story or situation or life and inherit, so to speak, the courage to rise up against situations that oppress him or her. So my question finally is, how can we inherit courage from a person who is now fighting against totalitarianism or racism or against sexism somewhere far from us? How can it affect us in an age where influencers affect us more? How can we inherit courage not only historically, but even geographically? Sorry for the long question. Non, non, très bien. Il y a un point sur lequel je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous. Quand vous dites que Warburg mostly omitted the political dimension. En réalité, vous savez peut-être que Warburg a développé une psychose à partir de 1918, de novembre 1918, hein, et que dans les années précédentes, pendant la guerre, il avait constitué une iconographie extraordinaire de la guerre elle-même. C'est-à-dire qu'il avait un projet autour de la guerre. Un de ses derniers grands articles, c'est sur la dimension politique
des images de la contre-réforme luthérienne au XVIe siècle. Et que donc, je dirais que les grands Warburgiens aujourd'hui sont moins à Londres qu'à Hambourg. Ce sont les gens qui, à partir de Martin Warnke, Horst Bredekamp, Michael Diers, enfin des chercheurs allemands réunis à Hambourg, aujourd'hui Uwe Fleckner, dans la maison de Warburg, ont constitué une bibliothèque d'iconologie politique. Iconologie politique, qui est, alors vous devez aller voir là-bas, c'est magnifique, hein. Et en fait, les dernières planches de l'Atlas de Warburg sont des planches sur la politique, sur le fascisme, l'antisémitisme, sur Mussolini, sur les relations entre le pape et le dictateur. Enfin, donc, la dimension politique chez Warburg, elle est un motif obsessionnel, enfin un motif très angoissé, mais c'est un motif quand même qui demande à être développé. How can we inherit a courage? Aïe, aïe, aïe. Comme disait René Char à propos de la résistance, il n'y a pas eu de testament. Personne ne nous a dit « je te lègue mon courage ». C'est pas possible. Et donc, pour hériter d'un courage, il faut décider soi-même, mais ça commence par la lecture souvent, décider que je vais hériter du courage de Ringelblum qui, dans la misère et dans la persécution, a continué de faire son travail d'historien. Et grâce à lui, on sait aujourd'hui qu'est-ce que c'était vivre au ghetto de Varsovie. C'est pas grand-chose, enfin, c'est énorme. C'est énorme et pas grand-chose. Les photos du Sonderkommando d'Auschwitz sont très, très peu. C'est un acte photographique. Un acte photographique, c'est rien du tout. C'est pas dangereux, a priori, on s'imagine. Dans ce cas-là, c'était très dangereux. Mais c'était dans un contexte où tout était, comment dire, un courage énorme. D'ailleurs, tous ces gens-là se sont soulevés et sont morts, hein, en général. Il y en a très peu de survivants. Donc, comment hériter d'un courage? C'est la grande question, en fait. C'est la question de notre mode de vie, de notre mode de parole, de notre mode d'écouter les émotions des autres, de dire nos émotions, et de ne pas, surtout, de peut-être, ouais, c'est ça, de s'inventer sa propre filiation. C'est-à-dire, je décide que je serai l'héritier de Derrida. Eh ben, c'est un courage. Derrida a eu beaucoup de courage. Lui-même, il a décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Lévinas a eu du courage. Sans parler des exemples les plus dramatiques, hein. Mais voilà, hériter d'un courage, c'est assumer un héritage, une tradition qui n'était pas prévue pour nous au départ. Donc, je reviens à la question de tout à l'heure sur la tradition, c'est se créer une tradition alternative. Et pas du tout se dire, il n'y a pas de tradition, je vais tout inventer moi-même. Ça n'existe pas. Voilà. Wonderful. Great.